Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. La Côte d'Ivoire, alors on en parle beaucoup ces temps-ci, ils sont en plein boom, la Côte d'Ivoire est en plein boom économique. Mais vous savez, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'intéressant, c'est le cinéma. Et notamment, notamment, y a un acteur qu'on voit plus trop, c'est Isaac de Bancolé. Alors, je ne sais pas s'il est connu en Côte d'Ivoire, mais en tout cas, il a eu quand même un certain nombre de succès, que ce soit en France. Je l'ai même vu dans des films américains. Et ben, on le voit plus trop, on le voit plus trop. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que vous soyez ivoirien, camerounais, congolais, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, etc., etc., capverdien, etc., nous avons chez nous des acteurs, nous avons chez nous des scénaristes, nous avons chez nous des gens extrêmement talentueux dans le monde du cinéma. Mais vous remarquez on les voit jamais, ou très peu, on les voit pendant un moment et ils disparaissent. Et nos pays, notre histoire, quel que soit le pays d'Afrique d'où vous venez, ou des Antilles, ou peu importe, le pays du monde noir d'où vous venez, nos histoires ne sont pas filmées par nous. Ça, vous le savez déjà. Mais est-ce que vous savez les effets que ça a sur nous? Hein, c'est, et Non seulement ça a des effets négatifs sur nous, parce que ceux qui nous filment ne sont pas là pour notre intérêt, mais en plus de ça, nous avons, c'est un manque à gagner, mes amis. Économiquement, ça nous dessert. Parce que les autres viennent chez nous et filment nos pays, ils filment notre histoire, mais ils repartent avec ces films dans leur propre pays et ils font de l'argent avec notre histoire, avec nos cultures. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que on n'a pas, à part évidemment, vous avez au Nigeria, vous avez l'équivalent de, comment ça s'appelle déjà? Vous savez, chez les Indiens, il y a les films indiens là-bas. Le Nigeria, c'est une énorme industrie cinématographique. Mais vous n'avez pas remarqué, on n'en parle pas beaucoup. Vous n'avez pas remarqué ça? On a l'impression que c'est un phénomène de niche. Alors que c'est pas du tout un phénomène de niche, le cinéma nigérian. Pas du tout. C'est, ils produisent énormément de films, ils ont énormément de comment dirais-je, d'acteurs, de réalisateurs, etc. C'est une vraie industrie, aussi important que le cinéma indien. J'ai oublié le nom, hein. J'ai oublié le nom. J'ai oublié, vous savez, le cinéma indien, il y a un nom pour pour leur production. Le Nigeria, c'est la même chose. J'ai oublié, hein. Mais malgré tout, vous avez pas remarqué que on n'en parle pas tant que ça finalement, alors que c'est toute une industrie au Nigeria, hein, le cinéma. Et le plus grave, c'est que dans beaucoup de pays, les afros sont filmés comme si c'était uniquement des voleurs, comme si c'était, j'en ai déjà parlé de ça, hein. C'était des voleurs, etc. Et ça nous impacte, mes amis, ça nous impacte en termes d'image, mais aussi sur les questions économiques. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens dans le monde qui réagissent sur comment ils sont montrés et filmés. Je vais vous passer un petit extrait. La vidéo, c'est le film le plus sanglant sur les Mayas. Apocalypto est-il réaliste? C'est sur la chaîne Nota Bene, une chaîne historique. C'est très bien ce qu'il fait, le gars. Le gars qui est derrière ça, c'est très très bien. Je vous laisse écouter un petit extrait et on en parle juste après. Tournage et retarde la sortie de son film. Mais le pire, c'est que tout le film sera en langue maya. Pas de chance, à peine sorti, le cinéaste Juan Mora Catlet accuse Apocalypto de plagier des scènes entières de son propre film de 1990, Retour à Aztlan.
Ce film est en langue nahuatl avec un titre original en nahuatl. In Nequepalitzli. Je n'arrive pas à le dire, sachez-le. In Nequepalitzli in Aslan. Enfin. Bref, c'est le tout premier long métrage du genre élaboré en collaboration avec l'Université de Mexico et l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. L'intrigue se passe dans un monde mésoaméricain 100% précolombien, avec pas un Européen à l'horizon. Gibson est aussi critiqué par des populations mayas qui l'accusent de véhiculer des stéréotypes. Au Guatemala, plusieurs représentants indigènes soupçonnent même le film d'être ouvertement raciste. Pourtant, une fois la polémique retombée, il faut reconnaître que si Mel Gibson tombe dans la caricature, ce n'est pas entièrement conscient et son film est loin, très loin d'être anti-natif ou pro-chrétien, comme on a pu le lire parfois. La décision de faire un film en langue maya, elle reste quand même sacrément gonflée et ça reste de très bonne facture. Sans que Mel Gibson en soit le seul responsable, une nouvelle dynamique se met alors en place avec de plus en plus de langues mésoaméricaines dans les grosses productions. On peut penser à Ixchcanul de Jero Bustamante, à La Llorona, à Roma d'Alfonso Cuarón, à la série d'Amazon Hernan ou encore au très récent film Prêt. De 2015 à 2022, tous ces films intègrent des langues mayas, nahuatl et comanche, avec des acteurs et interprètes du cru qui parlent des langages comme le mixtec ou le caxiquel. Si bien qu'à la fin, même les spécialistes ont une réaction assez ambiguë. Ils sont partagés entre la joie de voir un gros blockbuster mettre en avant cette culture, son architecture, sa langue, mais ils déplorent des tas d'erreurs. Bref, Apocalypto, c'est pas un film qu'on peut juste jeter à la poubelle. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se pencher dessus et distinguer un petit peu le vrai du faux. Alors, caricature, cliché, erreur historique, on va voir ça tout de suite. Premièrement, pour la représentation des autochtones, il faut préciser qu'au Mexique, on fait la différence entre les hautes terres et les basses terres mayas. Dans les hautes terres, on parle principalement le maya tzeltal, et dans les basses terres, le maya yucatec, d'où le nom de péninsule du Yucatan. L'action du film se passe par là, et c'est bien du maya des basses terres qu'on entend. Sauf que certains comédiens natifs issus d'autres populations ont parfois du mal avec l'accent. Donc, quand Rudy Youngblood, qui a des origines plutôt yaqui, comanche et cri, plutôt entre le nord du Mexique et le Canada, parle le yucatec, eh ben pour nous ça va. Par contre, pour les gens dont c'est la langue maternelle, ils trouvent que c'est pas top. Et c'est pareil pour les noms. Le film va s'inspirer de noms combinatoires, comme par exemple celui du célèbre dirigeant Kinich Kaneapakal, qui se nomme Bouclier solaire fleur. Peut-être une fleur de maïs, mais ça on n'est pas sûr. Les personnages pattes de jaguar, ciel de silex ou nez courbé viennent de là. Mais dans le centre du Mexique, chez les Mixtèques, Zapotèques et Mexicas, le nom combinatoire peut aussi inclure un numéro, qui est une date de naissance. Et ça, on en trouve un dans le film. Le méchant Zéro Loup. Pas de bol, chez les Mayas, le nom numéroté, ça n'existe pas, et le zéro n'est pas utilisé seul, mais pour signifier l'absence d'unité, comme le zéro dans 10. Et de toute façon, dans un nom, il n'aurait aucun sens puisqu'on parle d'une date. Et il n'y a pas de jour zéro dans les calendriers. À mon avis, assez bien conseillé par des spécialistes, les auteurs se sont dit tant pis, Zéro Loup, c'est stylé, ça fait méchant redoutable, donc on va garder. Voilà. Enfin, loup, ça fait méchant pour les occidentaux. Sur place, on aurait plutôt choisi le jaguar, le coyote ou même la mort elle-même. Mais tout ça empire quand on parle de représentation. Oubliez les mésoaméricaines calmes, silencieux et contemplatifs d'Herzog, ou ces gens raffinés aux oreilles et aux narines percées décorées de pierres, de coquillages et de jade luxueuses qui jouent des concerts de conques, de flûtes ou de grelots. Non, le réalisateur ici les a transformés en guerriers sauvages qui poussent de grands cris et de gros éclats de rire avant de se lancer dans des galopades bestiales. Les visages sont désormais percés d'os bruts, leur chef porte carrément des mâchoires humaines sales à l'épaule, et la musique qu'on entend, c'est de la grosse percussion bien basique et bourrine. Bref, les descendants des concernés se sentent assez humiliés, et ça accentue encore quand le scénario sépare les Mayas civilisés des Mayas primitifs. Au début du film, l'indigène de base semble quasi sauvage, sale, peu évolué et obsédé par la reproduction. Sauf qu'on sait qu'à l'époque, ce peuple très propre dispose de systèmes d'acheminement de l'eau développés, de bains et même de bains de vapeur que tous utilisent quotidiennement ou presque.
D'ailleurs, la saleté des Espagnols les a extrêmement choqués lors de leur rencontre. Et ça peut se comprendre vu que les marins venaient de passer des mois en mer. En plus, comme Jean-Jacques Hano avec Le Nom de la Rose, Mel Gibson joue sur les difformités et les physiques atypiques pour nous mettre mal à l'aise. Même le prestigieux chaman qui s'adresse à son village la nuit semble être un vieillard manchot dans l'obscurité. Enfin, si la nature est chatoyante et la jungle profonde, le village des humains, lui, manque de couleurs. Mais heureusement, ça vient plus tard dans le film, lorsque l'on découvre une grande ville resplendissante de murs peints du rouge des cochenilles et des parures de plumes et de jade. Dommage, nos pauvres héros ne connaissent rien de tout ça, et d'ailleurs, à leur arrivée, ils parlent même de la cité de pierre, comme si c'était assez rare. Donc voilà, vous avez entendu. Donc le film Apocalypto, moi je l'ai vu, hein, c'est de Mel Gibson. Alors oui, bon, d'accord, c'est un bon film, certes, mais je savais déjà par avance que ça ne correspondait pas à la réalité, hein. Dans ce film, on a l'impression que les Mayas n'ont pratiquement rien inventé et qu'ils sont littéralement dans la violence, enfin ils étaient en tout cas dans la violence, la pauvreté, avec pratiquement des grognements. Mais pourquoi ce genre de choses arrive? Ben, c'est parce que effectivement les réalisateurs américains donc font un peu comme ils veulent avec l'histoire des autres. Mais vous remarquerez qu'il y a quand même eu une opposition, d'après ce que le gars là, de Nota Bene, de ce qu'il explique. Il y a quand même eu de fortes critiques. Maintenant, si vous ramenez ça aux afrodescendants, vous n'avez pas remarqué que dans les pays d'Europe, on filme les afrodescendants de n'importe quelle manière, et il y a très très peu de réactions de la part des afrodescendants, en l'occurrence de nous. Vous n'avez pas remarqué ça, hein? Depuis des décennies, les afrodescendants sont filmés de n'importe quelle manière, hein. On montre les hommes noirs comme étant des gars qui engrossent des quinzaines de nanas par jour. Les femmes sont montrées, tantôt sont montrées comme des prostituées ou bien comme des femmes très masculines qui parlent fort, qui insultent tout le monde, et puis surtout qui insultent l'homme noir, hein. C'est surtout comme ça, hein, que sont montrées les femmes noires, mais par contre elles couchent avec les hommes européens, elles couchent avec les hommes des autres races, et là, extérieures au monde noir, bien sûr, hein. Et là, elles sont dociles et elles sont, comment dirais-je, on peut même les prendre à plusieurs, il n'y a pas de problème, hein. C'est ça les suggestions dans les films. Et ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, hein, j'ai fait des recherches, hein, il n'y a pas, hein, de réaction vraiment sur comment les afrodescendants dans les pays d'Europe sont montrés. Comment dirais-je, les acteurs noirs qui jouent dans ces films, finalement, on ne sait pas trop s'ils font vraiment carrière. Et on ne sait pas trop. Alors, certes, il y a les Noirs américains aussi qui ont vraiment fait énormément de mal en termes d'image, hein, et aussi les acteurs, les artistes afro-américains, les rappeurs, etc., en termes d'image, ont fait énormément de mal au monde noir, hein, je suis désolé de vous le dire, hein. Pour les adorateurs, je dis pas tous, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais quand vous regardez la flopée de films noirs américains, c'est des clichés, c'est rabaissant pour l'homme noir, etc. Et il y a très peu finalement d'opposition. Alors je dis pas qu'il y en a pas, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Attention, je sais qu'aux États-Unis, il y a eu des manifestations justement contre l'image des afrodescendants. À l'époque, il y a eu, chez les Noirs américains, ils ont fait la Blaxploitation. C'était des films où il y avait effectivement des acteurs noirs, mais c'était souvent des gangsters, des macs, avec des prostituées, etc. Et je sais qu'il y avait eu un mouvement contre ce type d'image. Mais depuis, je ne sais pas. Depuis, je ne sais pas. Aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'ils organisent par rapport à l'image des afrodescendants qui sont montrés dans les écrans. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fait contre ces acteurs noirs qui continuent depuis des décennies et des décennies à jouer des rôles qui stigmatisent, hein, concrètement les afrodescendants et particulièrement l'homme noir.
En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Même j'ai regardé dans d'autres pays, franchement, je ne suis pas au courant. Alors en France, n'en parlons pas, hein. En France, c'est le désert total. On peut montrer les afrodescendants de n'importe quelle manière, hein. On ne parle que de l'esclavage, que ça. Comme si l'histoire du monde noir se résumait à des esclaves. Ce qui est faux. Ce que vous venez d'entendre, là, le petit extrait, vous avez vu comment les gens ont réagi. Alors, je ne sais pas si ça a été un mouvement massif, je ne sais pas. Mais en tout cas, suite au film Apocalypto, il y a quand même eu, d'après ce que le gars de Nota Bene explique, il y a quand même eu des réactions. Donc, je veux dire que ayez conscience de ça, commencez à réfléchir, hein, sur des actions qu'on peut faire contre notre image, hein, dans les médias, notamment dans le cinéma. Réfléchissez là-dessus, c'est un petit peu la pensée du jour. Commencez à élaborer, vous savez, des stratégies, même si vous ne les mettez pas en place, mais essayez de partager en commentaire les stratégies qu'on pourrait mettre en place, hein, par exemple. Hein, même si, bon, on ne va peut-être pas les appliquer demain matin, mais il y a sûrement des choses à faire. Hein. Moi, je vous pose la question, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que d'un point de vue économique, ça nous cause beaucoup de problèmes, ça nous stigmatise. Hein. Croyez-moi que ça a une influence. Donc, essayez mais aussi sur le plan socioculturel, etc. Il y a des questions qu'on doit se poser, mes amis. Hein. Il y a des questions qu'on doit se poser, et notre image, j'en ai déjà parlé, hein, et notre image, c'est aussi important. Blaf, à très bientôt.